Après une année de guerre, j'avais décidé de partir, d'explorer le monde, de fuir la violence qui m'entourait. Mais une semaine après mon départ, l'armée nous a rappelés. C'est les dernières secondes. L'opération vient de terminer, carte à l'élite en mag. Et on espère ne jamais revenir. La mission au Liban était prévue pour 4 jours, mais elle s'est prolongée en 3 semaines. Entouré de nos amis, de nos frères d'armes, mais aussi de pères de famille, d'hommes ordinaires, de travailleurs. Ils ont tout abandonné pour répondre à l'appel. En chemin, nous avons découvert et détruit armes, terroristes et explosifs, destinés à semer la destruction d'Israël. Chaque jour, nous pensons à nos proches, à ceux que nous avons laissés derrière. Enfants, épouses et parents. C'est pour eux et pour leur avenir que nous continuons d'avancer. Nous savons que ce que nous défendons va bien au-delà des frontières d'un pays. C'est la sécurité d'une nation entière. Chaque combat, chaque moment d'incertitude, nous rappelle que notre force vient de l'amour que nous portons à nos familles, à notre peuple. Peu importe les obstacles, nous les traverserons ensemble, unis par cette cause bien plus grande que nous. Bonjour tout le monde, nous sommes sur Tandem TV. Nous sommes aujourd'hui avec Ulysse Berda, ou plutôt Oubab Mad. Tu es à la fois artiste et soldat réserviste. C'est un parcours assez unique. Et avant de parler de ton art et de ton engagement, j'aimerais qu'on commence par ton nom. Pourquoi Oubab Mad? Que signifie-t-il pour toi? Hey, très content d'être avec vous aujourd'hui et Ubab Mad, ça représente, beaucoup d'aventures. Ce prénom, c'est pas moi qui l'ai décidé, il vient, de ma jeunesse quand j'étais en France et c'était la façon, heu mes amis m'appelaient Ubab, je n'aimais pas du tout, ce nom et pour s'amuser, c'est resté Ubab, Ubab, Ubab et aujourd'hui Ubab, c'est la façon à chacun de mettre son identité artistique sur scène, de jouer avec, son prénom et de se mettre en scène. Alors justement, ça nous mène à la prochaine question. De ton parcours artistique, comment as-tu commencé à peindre et d'où c'est venu, cette passion? Au début, c'était pas vraiment une passion et la peinture, c'était pas un monde qui m'intéressait, ni la peinture, ni l'art, ni aucun art. J'ai commencé à travailler quand j'avais 13 ans, 14, 15 ans, j'ai continué et depuis le plus jeune âge, j'ai été tout de suite au contact de personnages vraiment intéressants dans le théâtre, dans le cinéma et dans la musique beaucoup, dans les régies, de télévision, de théâtre encore une fois et dans différents festivals comme le Festival d'Avignon ou d'autres festivals, en France. Et je me suis, attaché à ces personnages et il y en a beaucoup qui ont vu que toujours je gribouillais, je dessinais et ils m'ont poussé de dessiner un peu plus, de rajouter un peu de couleur et j'ai commencé à découvrir comme ça la couleur et c'était un peu ma façon à moi de m'enfuir dans le monde dans lequel j'ai grandi en France. J'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup attaché à la couleur et de fil en aiguille à 15 ans, on m'a proposé ma première exposition. Ça s'est bien passé. On en a fait une deuxième, une troisième, une 30e, une 50e. J'ai commencé à avoir mes premiers bureaux artistiques, mes studios, mes les équipes et l'art m'a un peu, récupéré dans son cocon et c'est comme ça que j'ai découvert l'art. OK, alors, justement, j'aimerais bien te poser comme question, quelles, sont tes principales influences artistiques? Y a-t-il des artistes ou des œuvres qui t'inspirent? Il y a beaucoup de mouvements artistiques qui me plaisent et beaucoup d'œuvres aussi, mais je le prends vraiment personnel. Ça veut dire pour moi, quand je vais m'inspirer, j'ai plus m'en inspirer pour ma vie quotidienne, mais à l'intérieur de mes œuvres, j'ai plus aller m'inspirer, de personnages vivants. Des amis qui m'entourent, de personnages que je vais pouvoir voir dans mon quotidien ou durant mon année, dans mes voyages et dans mes aventures. J'aime bien vraiment pouvoir être au contact des gens et de voir de mes yeux et de pouvoir à ce moment-là construire ces tableaux qui en vrai ne sont pas vraiment des tableaux, c'est plus des projets et je pense que j'aurai jamais le temps toute ma vie de peindre toutes les œuvres que je veux. Donc je préfère vraiment m'engager dans chaque œuvre et créer plus des grands projets artistiques plutôt que de me concentrer sur une toile. D'accord. Alors, j'avais une question par rapport à tes tableaux. Il y a, ça revient très souvent, le symbole de l'oiseau. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça signifie pour toi, cet oiseau? Les oiseaux. Il y a eu vraiment le avant Israël et la période Israël et j'ai toujours consacré ma vie à l'art, depuis le jour où je l'ai découvert et plus tardivement dans ma vie quand j'ai découvert mon judaïsme. C'était important pour moi de mettre en avant dans ma vie l'art et le judaïsme, mais je les ai jamais mélangés et il y a eu plein d'événements qui se sont passés durant la guerre et on l'a tous vécu, sur différents fronts et à différentes parties du monde en Israël ou à l'extérieur d'Israël, pour ceux qui étaient à l'extérieur d'Israël à ce moment-là. Et hem et les oiseaux,
et le judaïsme à l'intérieur de l'art. Je dis pas le mot judaïka, c'est important de faire la différence entre judaïka et l'art et le judaïsme. C'est là que c'est vraiment arrivé dans ma vie et le Vodo, c'était un hommage, heu, aux héros, tout simplement. Aux héros depuis le 7 octobre qui se sont battus pour Israël, pour la défense, de notre nation et aussi à travers le monde. Les héros, ça représente pas seulement les soldats qui vont sur le front, mais ça représente aussi les héros qui sont vivants. Ça veut dire aujourd'hui mes héros à moi, c'est mes meilleurs amis et c'est une source aussi d'inspiration. Mais les héros, c'est aussi ceux, qui sont tombés et c'était des oiseaux, une façon de leur rendre hommage en gardant, leur esprit. Alors, très intéressant, surtout, du côté, militaire. J'imagine que ça doit être compliqué, quand parce que tu es actuellement aussi, soldat réserviste et tu es aussi, un artiste qui fait de la peinture. Donc, comment tu arrives à concilier, les 2 et à la fois être à l'armée, être réserviste et aussi continuer à peindre et à faire de tes tableaux et ta carrière artistique? Ça fait vraiment 16 ans que j'ai commencé à peindre et à créer et tout autour de la création, tout autour de la peinture, j'ai pu me concentrer aussi sur différentes entreprises à l'intérieur de la même boîte, c'est-à-dire, du marketing, du design, de l'accompagnement, du consulting pour plein d'autres boîtes différentes et pour plein de personnages différents. Mais la peinture, ça a été vraiment mon fil conducteur. Les couleurs, ça a été vraiment quelque chose qui m'accompagne. Quand j'ai fermé ma boîte pour rejoindre l'armée il y a 5 ans, ça devait être seulement pour 1 an et demi. Finalement, j'ai signé pour 3 ans et donc tout de suite, bah, réouvrir ma boîte, c'était impossible. Donc je l'ai fait, mais d'une autre façon. Mais j'ai toujours continué de créer. Quand j'ai arrêté de vendre mes œuvres en France, il y a 5 ans, j'imaginais pas un jour, revenir à la peinture pour vendre. J'ai toujours continué à peindre et à créer, même pas pour vendre. Seulement pour moi, on avait notre boîte qui marchait très bien et donc le 7 octobre, la guerre a commencé et quelques mois après, on a simplement fermé, la boîte, 2 mois après et ensuite on l'a réouvert. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette fois-ci, c'est un peu bête à dire, mais il y avait une personne qui m'a toujours, guidé dans ma vie. C'était comme une mentor et qui est bien plus âgée et qui m'a toujours accompagné dans mes projets, qui elle, m'a toujours soutenu dans mes décisions et aussi dans les décisions de ne pas vendre mes tableaux et au su à la suite de différents événements à l'armée, elle m'a seulement dit que si je mourais un jour, personne ne prendrait soin de mes œuvres. Et là, c'est le moment où j'ai commencé à réfléchir: «OK, alors qu'est-ce que je vais faire avec?» Et c'est là où j'ai vraiment commencé à les vendre, à les offrir, à les exposer, à les donner, simplement pour que d'autres personnes en prennent soin. Et c'est là où est revenu, le côté de vendre les tableaux. Et après, bien sûr, la vie d'artiste, je pense que c'est la vie, heu, la plus excitante au monde, mais c'est aussi un travail qui est ingrat, avec des grandes chutes, avec des grandes remontées et c'est aussi un peu se vendre, se mettre en scène et aujourd'hui, ça arrive beaucoup que la personne n'achète pas juste un tableau, il achète aussi une histoire, il achète aussi le personnage qui va avec. Et souvent, et surtout avec la guerre, il y a ces moments où tu veux te retirer de la scène, tu veux pas te montrer, mais pour autant, tu dois le faire si tu veux te vendre. Tu n'as pas le choix aujourd'hui, le côté financier, tu dois le mettre à l'intérieur, de ta vie. Tu peux pas juste peindre pour peindre et juste mettre des couleurs pour des couleurs et j'aime pas le faire, mais pour autant, je suis obligé de le faire et mélanger l'art et la guerre, il y a un côté qui est très, très inspirant. Mais ta vie, elle fait des montagnes russes. Alors, très intéressant. Je voulais justement revenir par rapport à l'art et la guerre. Est-ce que ça revient souvent dans tes tableaux? Quel message tu essaies de faire passer par tes tableaux, justement, par rapport à ton expérience de vie, qui est soldat réserviste et la guerre actuelle, dans laquelle, on vit en Israël? La guerre, on la retrouve beaucoup dans les tableaux, mais pas sous forme de guerre, pas sous forme de sang ou de verre ou de ce qu'on a pu voir ou de ce qui s'est passé. On va plus la retrouver la guerre, mais sous forme de couleurs, sous forme d'espoir, sous forme de lumière et à l'intérieur des tableaux, c'était vraiment le but de chaque pièce, de chaque création, car comme on a dit, c'est pas vraiment des tableaux, c'est vraiment des projets. Le but vraiment de chaque tableau, c'est d'essayer de construire la lumière. À quoi ça ressemble? Quand on sort de la guerre, les petits moments qu'on a, entre amis sur différents fronts, comment on va les partager? Comment on va se sortir et comment on va s'enfuir? Et finalement la guerre, oui, on va la retrouver, mais pas avec les images de la guerre, on va plus la retrouver seulement pour s'enfuir. Quelle porte on va pouvoir ouvrir de notre vie dans certains moments où ces moments pour moi, c'était la guerre. Quelle porte j'ai pu ouvrir avec quelles clés? Et mes clés à moi, c'était les couleurs. C'était les couleurs à l'eau, c'était la watercolor, c'était tout ce que je pouvais trouver. C'était les cafés ou c'était la boue. C'était simplement prendre, mes
pinceau et les étaler sur une feuille blanche. Et puis, c'est aussi ce côté de tu te réveilles le matin et tu as 2 choix. Ou le choix de mettre des couleurs à l'intérieur de ta page blanche, c'est-à-dire de ta vie, ou de te laisser aller avec les sentiments et de par ce qui se passe dans ta journée. Alors ta journée peut être magnifique, mais ta journée peut être aussi noire. Et le fait de t'obliger que peu importe comment sera ta journée, mais de rentrer des couleurs à l'intérieur, ça change ton esprit, ça change ton mindset. Et c'était ma façon à moi de m'enfuir. Sur différents fronts, toujours, de rapporter de la couleur et d'offrir ces couleurs aussi à mes amis, avec qui on a pu être depuis le 7 octobre. Alors justement, donc nous sommes en période de guerre et dans des périodes comme celle-là, de tension, comment, tu arrives à créer, comment ça t'aide à gérer tes émotions? Il y a beaucoup de moments où tu cherches ton identité, où tu te recherches. Il y a eu un sentiment qui était très fort au tout début de la guerre, c'était un sentiment de solitude. Mais quand tu ouvres ton téléphone après quelques semaines et que tu sors d'un front et que tu rentres en Israël, tu te rends compte que finalement, tu es pas vraiment seul. Tu te rends compte que finalement, tu as un peuple entier qui est derrière toi et qui vont vraiment protéger aussi les communautés, les petits frères et les petites sœurs, et pas juste en Israël. À travers le monde, tu vas avoir plein de communautés extraordinaires qui sont derrière les soldats, qui sont derrière le peuple d'Israël et qui sont derrière une nation entière à travers le monde. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence. Et c'était aussi ma façon à moi de m'inspirer de eux, car eux aussi, c'est un peu mes héros. Aujourd'hui, c'est pas seulement mes amis avec qui tu pars en guerre, qui sont même parfois un peu plus âgés que toi, mais tes héros, mes héros en tout cas aujourd'hui, c'est surtout ces personnes-là et ils m'inspirent énormément. Je pense que une des sources d'inspiration les plus fortes, c'était vraiment ce qui s'est passé aussi à l'extérieur d'Israël. Quand tu vois des communautés entières qui sont allées chercher jusqu'au plus petit juif, dans le plus petit village, au fin fond du monde, pour aller le rattraper, pour aller le ramener et pour se soutenir les uns les autres. Et une chose qui est importante aussi, en dehors de l'art, c'est que l'avenir d'Israël, il ne se fera pas seulement avec les soldats. Alors oui, c'est vrai, les soldats, ils sont là pour tout de suite, pour protéger le présent, mais l'avenir, il ne va pas se construire par des soldats qui rentrent de guerre. Car partir à la guerre, c'est facile. Rentrer, c'est une autre question. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux durant ce voyage de 3 mois dès que j'ai quitté la frontière. C'était de voir à l'intérieur d'Israël et à l'extérieur d'Israël, de voir une fraternité exceptionnelle et de voir vraiment des communautés à travers le monde qui, peu importe quoi, ne lâcheront pas et feront tout. Et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'Israël, c'est le seul pays au monde qui est en guerre et les gens viennent. Partout dans le monde, tu vas voir la guerre et les gens partent, les gens s'enfuient. Les gens ne veulent pas être attachés à cette identité. Tu nous parles justement, de ton art en rapport avec l'armée, parce que tu es, soldat réserviste, forcément et justement, je voulais savoir si c'est conscient ou inconscient quand tu fais tes peintures. Est-ce qu'il y a que le symbole de la guerre, de l'armée, ou alors est-ce qu'il y a autre chose à part ça? Voilà. Il y a plein de gens qui m'ont posé cette question. Est-ce que ton art est inconscient? Est-ce que tu comprends ce que tu peins? Qu'est-ce que ça veut dire ce qui se passe autour? Et c'est important de le dire. Quand je peins, je n'écoute pas de musique, je suis conscient. Et c'est important vraiment pour moi de comprendre les couleurs, de comprendre la lumière et de venir les appliquer sur la création. Et la plupart des tableaux que je crée, alors certes, on va retrouver du judaïsme, pas du judaïka, du judaïsme, et pas juste la guerre. On va vraiment retrouver un message d'espoir, un message d'amour, mais aussi un message d'aventure. Le fait de s'aimer sans fin et d'avoir cet amour, oui, inconscient. Cette fois-ci, on va venir parler d'inconscient, mais on est conscient qu'on est inconscient. Ça veut dire on va, oui, se plonger à l'intérieur de l'amour, à l'intérieur de l'intimité, à l'intérieur de l'aventure. On va retrouver sur beaucoup de tableaux ces grandes montgolfières et ces dirigeables. Et c'est une invitation aussi pour vous, aux autres artistes un peu du monde, parce qu'on a tous ce côté un peu artistique, ces envies vagabondes de courir à travers le monde et de partir à la recherche de ses rêves. Ou conquérir ses rêves. Et c'est vraiment une invitation aux gens de venir ouvrir ces portes et à vous de vous plonger à l'intérieur de ces montgolfières et à vous de partir en voyage. Et je pense que ces créations, c'est vraiment une invitation à l'aventure. Et alors justement, j'aimerais bien retourner, un petit peu en arrière par rapport à ce que tu nous as dit par rapport au marché. Je voulais parler, du marché de l'art en Israël. Est-ce que c'est un environnement stimulant ou est-ce que c'est, au contraire difficile pour un artiste? Il y a énormément d'art en Israël et énormément d'artistes. Mais le marché en Israël, c'est pas un marché qui existe. Oui, on va retrouver quelques galeries avec des artistes ou qui sont morts
ou qui viennent de l'étranger, mais c'est dur de trouver des artistes émergents. Et on va aussi retrouver, à l'extérieur d'Israël, des artistes israéliens, mais à l'intérieur d'Israël, le marché, même avant la guerre, c'est même pas une question de guerre, c'est dur de retrouver, des artistes israéliens qui ont entre 20 et 40 ans sur le marché israélien. En Israël, pour les Israéliens, et je pense que ça fait un peu partie de l'esprit du pays, c'est normal, on ne peut pas tout avoir. Un pays qui est génial et qui est innovateur, mais pour autant, la base du pays, on le voit de nos yeux quand on y arrive, ça a été un pays qui a été construit très rapidement. Et on le voit aussi à l'intérieur de la culture israélienne, à l'intérieur des familles. Quand tu ouvres la porte, d'une maison israélienne, tu vas retrouver, heu, un peu d'art en rapport avec, la Torah, en rapport un petit peu aussi avec le judaïsme, mais ça reste vraiment pour décorer. Ça va être de l'art décoratif. Le marché israélien de l'art, il existe, mais il est pas vivant. Partout dans le monde, on retrouve un marché de l'art. Ça n'existe pas de pas retrouver un marché, mais par contre, le marché, il est mort. Il y a aucun un marché qui existe. Et ce qui s'est passé en fait pour moi, et ça s'est fait par contre, pas de ma volonté, j'ai seulement suivi le fil conducteur de l'art et du marché, c'est que tout de suite tu te retrouves aux États-Unis. En Europe, c'est pareil, en France, c'est pareil, c'est dur de vendre, c'est dur de faire intéresser les personnes. Oui, par contre, à Paris et en France, ou en tout cas en Israël, tu vas retrouver des Français qui s'intéressent énormément. Des Français qui aiment, et des gens géniaux, qui sont fans d'art. Mais par contre, ça, en fait, on peut pas aller contre la vague. Aux États-Unis, c'est un monde totalement différent. Les c'est pas juste une question d'argent, car nous, vraiment, avec l'art qu'on fait, on propose vraiment toutes les gammes de prix différentes. Ça veut dire, à partir de quelques dizaines d'euros, on peut vraiment venir et s'offrir une jolie pièce. Et vraiment, c'est le but. C'est venez vous approprier votre propre rêve, votre propre aventure, votre propre montgolfière, votre, temple des héros. C'est pas juste mettre des prix parce que chaque projet que je fais, c'est des pièces qui sont énormes et qui pèsent 20 kilos, absolument pas. Les pièces qu'on fait, le but, c'est vraiment que les gens puissent venir et se les approprier, même si bien sûr, on va retrouver des pièces avec des prix totalement différents qui parfois sont plus élevés que d'autres. Mais le marché en Israël, c'est pas qu'il est inaccessible, c'est qu'il est presque inexistant. Alors justement, on a parlé de tes tableaux, mais j'aimerais bien aussi parler aussi de la fusion que tu fais entre aussi les vêtements, les accessoires aussi que tu dessines. Est-ce que tu as commencé par les tableaux ou est-ce que tu as commencé par les vêtements et les accessoires que tu dessines? Comment c'est venu, la fusion entre les 2? Qu'est-ce que tu veux dessiner dessus? Voilà, explique-nous à peu près, voilà, la fusion entre les 2. Il y a 16 ans, j'ai vraiment commencé à découvrir le monde artistique, le monde des couleurs. Et quelques années après, on a fait notre première marque de vêtements en France qui n'a absolument pas marché. C'était vraiment une catastrophe et c'était aussi une mauvaise, gestion de ma part, une mauvaise étude de marché et puis finalement la marque, c'est la vérité. Elle était pas exceptionnelle et je m'étais reposé sur le fait que oui, j'étais un bon designer, donc je m'étais permis de faire des choses aussi qui étaient très simples. Par contre, les tableaux, ils cartonnaient, ça marchait très bien. Les expositions qu'on faisait étaient extraordinaires et on a eu vraiment des expositions allant de 100 jusqu'à 3000 personnes et ce qui s'est passé, c'est que la marque, elle a pas marché. Mais par contre, d'autres marques de vêtements, de chanteurs, des rappeurs, ou des marques, des chaînes de télévision sont venues à nous pour simplement nous demander nos services de création. Donc on avait les tableaux qui étaient en train de monter, les services de design et de création qui étaient en train d'exploser et notre marque à nous qui ne marchait pas du tout. Donc c'est un peu ce jeu, hem, entre nous à l'intérieur de ce cercle qu'on avait fait avec notre marque, les autres marques. À Paris, on avait nos bureaux, on était une petite équipe de 12 et on gérait, une vingtaine de marques et on faisait nos défilés. On avait, nos boutiques pop-up qu'on ouvrait, tous les 2 mois et ça marchait et on s'amusait et les tableaux pareil. Donc on avait vraiment ce grand cercle qui tournait jusqu'à mon alia et là, mon alia, c'est à ce moment-là où j'ai tout fermé et je me suis concentré seulement sur l'armée et sur la création et tout de suite, les choses, elles se sont enchaînées en Israël. J'ai rouvert ma marque et cette fois-ci, la marque, elle a commencé à marcher. Le développement et le consulting qu'on faisait pour la marque des autres en Israël n'a pas marché. Le côté design, par contre, et marketing qu'on a fait, ça a bien roulé. Les tableaux, on n'en a pas vendu. On n'a pas essayé, on n'a pas publié non plus et c'est seulement avec la guerre où, tout a coulé et les tableaux, ils ont explosé et là, c'est là où on a vraiment décidé de un peu reprendre nos vies en main
avec notre équipe, c'est-à-dire publier nos tableaux, commencer à les vendre, commencer à les offrir et vraiment s'amuser. Et les accessoires aujourd'hui, hem, tout de suite maintenant, on les vend. On fait les casquettes pour l'armée, on fait les casquettes, pour les soldats et on a aussi notre marque de casquettes à nous et dans 3 mois, on a une nouvelle collection totalement différente. Tout ce que les gens ont pu retrouver, qu'on a vendu les 5 dernières années en Israël, tout s'arrête. Les casquettes, et tous les autres accessoires qu'on fait s'arrêtent totalement et on a recréé, une collection, une très grande collection, de hauts pour les hommes et pour les femmes, de casquettes et une très grande collection, d'accessoires et aussi de tableaux, mais qui ne sont pas connectés. Ça veut dire on va avoir la marque et on va avoir les tableaux. Pour l'instant, on ne publie rien parce que ça fait vraiment un long moment qu'on retravaille dessus et dans quelques mois, les gens pourront vraiment découvrir quelque chose de totalement nouveau. Alors justement, pour revenir au dessin et à ce que tu fais, que ce soit sur les vêtements ou sur le tableau, quelle technique tu utilises, de dessin? Comment tu dessines? J'aimerais bien parler de l'aquarelle. C'est pas une technique que je connaissais avant et c'est pas le cœur de mon travail et c'est pas ce que je mets le plus en avant, mais la dernière année et demie même avec la guerre, je pense que c'était ma porte de sortie. Ça fait vraiment 16 ans que je crée et j'ai jamais eu l'occasion de faire de l'aquarelle parce que c'était trop petit. J'ai besoin de faire des grosses pièces, c'est ça qui m'excite et l'aquarelle, quand tu es à la guerre, c'est ton seul moyen d'expression un petit peu. Alors oui, bien sûr, tu peux tailler, tu as des bâtons, tu as de la boue, tu peux t'amuser, il y a plein de choses que tu peux faire. Mais l'aquarelle, pour rajouter de la couleur, c'est tout petit, tu la mets dans ta poche, il y a une petite, rondelle d'aquarelle, tu prends 2 pinceaux avec toi, tu les mets devant entre ton gilet pare-balles et ta veste et tu as vraiment au quotidien avec toi, une façon de créer et c'est là où j'ai découvert l'aquarelle et comme je l'ai dit, c'est pas le cœur de mon travail, mais l'aquarelle, c'était ma porte de sortie, ma porte d'évasion. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la technique de création que j'aime le plus et après pour les autres techniques à l'intérieur des tableaux, on va vraiment retrouver, beaucoup de collages, des huiles, des acryliques, des résines et différentes autres techniques qu'on va mélanger à l'intérieur des tableaux. Et comme on va les voir, chaque tableau, quand on les voit de face, ça ressemble à quelque chose, mais dès qu'on bouge d'angle, on voit tout de suite que c'est les tableaux qui sont énormes avec des très grosses couches. Où je vais vraiment venir peindre, coller, repeindre et ensuite ajouter la résine. Et là, on a vraiment différentes couches, différents mondes qui vont venir se superposer et on va s'amuser tout de suite avec la création. Alors justement, j'aimerais bien parler justement des créations que tu fais. Donc tu fais les tableaux, tu fais les vêtements, les accessoires. Est-ce que tu as déjà peint sur des choses, des objets un peu, atypiques? On s'est amusé, à faire des planches de surf, on s'est amusé à faire des portes de voiture, on s'est amusé à faire des hôtels, des maisons, des villas. On a fait plein d'événements, heu, artistiques très profonds, mais avec d'autres matériaux. Ça veut dire pas juste de la toile. Bien sûr, on a fait des vêtements, on a fait des corps. Maintenant, je ne fais plus de corps, mais en France, on avait fait presque plus de 200 body painting. Donc c'était amusant de les faire pour les défilés ou pour les magazines, hem et de trouver en fait tout ce que je voyais, mes instruments, mes guitares, mon piano, mes tables, des meubles. On a fait beaucoup de meubles aussi. On a fait beaucoup de tables, des grandes tables en bois et tout ce qu'on trouve, tout ce qui nous passe par la main, les vitraux, les miroirs, tout ce qui nous trouve par la main, vraiment venir s'amuser et rajouter de la matière, rajouter de la couleur à l'intérieur des éléments qu'on peut avoir. Alors justement dans tes dessins, ce que j'aimerais bien savoir dans tes peintures, quel message tu souhaites, transmettre? Je pense que le message le plus important, c'est de ne pas avoir peur de courir après ses rêves, de s'éclater dans la vie. De pas oublier de s'amuser, de trouver sa propre lumière, de l'offrir aux autres. Mais je pense avant tout, c'est vraiment chacun aller ouvrir sa propre porte de ses rêves. Écrire, ça veut pas seulement dire prendre de la peinture et t'amuser à dessiner et essayer de faire, quelque chose de parfait avec le crayon, tu vas rajouter la peinture, absolument pas. S'amuser, ça veut dire aussi, aller cuisiner, aller courir, s'amuser, voyager, vagabonder. Si on est, à court financier pour pouvoir, on n'a pas pouvoir pardon. Sinon, financièrement, on peut pas aller s'amuser, à l'extérieur, on peut aussi s'amuser à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir la porte de chez soi et partir vagabonder, partir à l'aventure, prendre un sac à dos et prendre les instruments qu'on a de la vie pour créer. Et peu importe quel style de création c'est, j'invite vraiment à chacun d'ouvrir les propres portes de son monde
et de partir à l'aventure. Justement, j'aimerais te poser comme question, quel rôle tu penses que l'art joue dans notre société aujourd'hui? À chaque décennie, à travers le monde, on va retrouver des artistes dans la musique, dans les chants, dans les arts, dans les différents arts qu'on va retrouver à travers le monde qui vont venir marquer la société. Et pour comprendre chaque société à travers le monde, qu'est-ce qu'on va regarder? Les affiches de théâtre, les affiches de cinéma, la musique, les compositeurs, les réalisateurs et les peintres. Ça veut dire à travers le monde, peu importe quel pays on va prendre, dès qu'on ouvre une page d'histoire, on va tout de suite retrouver les artistes qui eux-mêmes sont venus un peu, signer le temps, signer l'histoire et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec Israël. C'est pour ça d'ailleurs que j'encourage à faire de l'art. On n'est pas obligé de faire de l'art pour que ce soit beau. On n'est pas obligé de faire de l'art pour le vendre. On n'est pas obligé de faire de l'art pour devenir artiste, seulement pour signer le morceau de temps qu'on est en train de vivre et je déteste peindre sur la guerre. Mais à chaque guerre ou guerre civile ou aussi moment d'espoir, ou de fraternité à travers le monde et aussi en Israël à travers le peuple juif, on va vraiment retrouver des artistes qui sont venus signer l'histoire. C'est pour ça que je pense vraiment que l'art, il est essentiel, à l'histoire. Il est même rattaché à l'histoire à travers le monde. On va retrouver ça depuis 2000 ans et même ce qu'on a retrouvé depuis l'arc de Tétus jusqu'à aujourd'hui, partout à travers le monde, on va vraiment retrouver des signes artistiques. C'est grâce à eux qu'on va se connecter, à notre histoire. Hem, Très intéressant. J'avais une question justement par rapport à ton art. Quels sont est le retour que tu reçois du public et comment tu peux gérer la critique? Très lourde, qui attrape l'œil, où j'ai pu réussir à construire la lumière. Mais à côté, je me suis aussi permis de mettre sur le marché des œuvres qui ne sont pas folles, avec des techniques. Oui, elles sont très belles, mais la technique que j'utilisais, j'aurais pu faire mieux. Et quand on va avoir des personnes qui adorent ton travail et ça les a presque touchés, que tu t'es permis de mettre ça sur le marché, à ce moment-là, tu es presque déçu de toi. Et tu cherches toujours à faire mieux, à être mieux qu'hier, à faire mieux, à te surpasser. Après chaque œuvre, je me pose la question: «Comment je vais réussir à faire mieux?» Après, bien sûr, il y a énormément d'œuvres que je fais et le but, c'est toujours de s'améliorer, de rechercher et de chercher simplement grâce à la couleur, pas seulement de le vendre ou d'exposer, ou de le mettre, en public. Juste créer pour créer, c'est intéressant, pour faire ressortir toutes les émotions, mais je pense que ce qui était le plus dur, c'était, de voir des personnes qui étaient déçues par d'autres travaux que j'ai pu mettre et qui te disent: «Comment tu peux te permettre, toi, Hubab, de faire des tableaux qui sont comme ça et à côté de faire des tableaux qui sont comme ça et de les exposer ensemble? Ça a pas de sens». Et je comprends. C'est une critique que j'éponge, ça c'est très constructif, ça m'a beaucoup aidé et aujourd'hui, j'essaie de bien gérer entre les 2, les créations de recherche et les créations de lumière. Alors justement par rapport à tes tableaux, j'aimerais bien parler un peu du judaïsme. Tu parles aussi de judaïka. J'aimerais bien que tu m'expliques, comment tu les fais, transmettre, dans tes peintures, dans tes tableaux, par quels symboles? Je mets toujours une grande différence entre le judaïka et le judaïsme. La base des tableaux et la base de mes créations, ça parle d'aventure, ça parle d'amour et c'est partir vagabonder dans le dos avec son sac à dos et son couteau et ses pinceaux et à l'intérieur, de ça, on va retrouver vraiment ce côté du judaïsme qui va rentrer, qui va venir un peu rajouter toute la lumière à l'intérieur de ces voyages, à l'intérieur de ces aventures et on va retrouver comme le temple des héros, cet hommage aux héros de l'ombre et aux héros d'aujourd'hui, en les mettant en avant, en les mettant en lumière à travers une très grande, menorah qui est faite de collages et ces collages-là, ce que j'aime beaucoup faire, c'est, aller vagabonder, dans le monde ou en Israël et aller m'approprier Heu, tous les objets qui sont en rapport avec le judaïsme et venir les coller, ça veut dire vraiment des objets de valeur que je trouve, je vais venir les coller à l'intérieur des tableaux et c'est un peu leur redonner vie. Je pense qu'à chacun, on a tous ce jardin secret, d'objets et j'aime bien leur donner vie. Les coller à l'intérieur des tableaux, repeindre par-dessus, rajouter ce côté, de résine, pas juste pour la brillance, mais aussi vraiment, ce côté d'éternité. C'est un peu une promesse que tu donnes à ces objets à travers le judaïsme et à travers l'aventure. Comment tu vois, l'évolution, de ton travail, dans les années à venir? Dans quelques mois, on ouvre un nouveau studio de création.
après qu'on ait fermé avec la guerre tout ce qui s'est passé. Donc ça arrive enfin, dans quelques mois, on parle de 2 mois, avec une équipe, on est 6 dans l'équipe. On a d'autres artistes qui nous accompagnent, qui vont pas vraiment peindre avec nous, mais qui vont nous accompagner et avec, 3 autres personnes qui vont venir compléter l'équipe et le but sur le long terme, c'est de continuer d'apporter la lumière grâce à ces tableaux, mais aussi vraiment de continuer les projets artistiques et les collaborations qu'on a pu avoir avec d'autres marques, avec d'autres enseignes et avec d'autres chaînes à travers le monde de création et de venir simplement se lier et de continuer à chercher l'art et de continuer à chercher la texture et la performance. Je pense que ce qui est le plus intéressant dans les à venir, c'est pas le côté: «OK, maintenant mon art, je sais le faire, je sais le reproduire», entre guillemets, «j'ai la bonne sauce, donc je peux me permettre finalement de faire seulement, ces tableaux-là, d'en vivre». Parce que financièrement, les gens et ça marche, donc les gens en veulent, donc c'est cool. Non, justement, c'est on va se limiter énormément sur les collections. Oui, on va les vendre ou on va les offrir et dès que ces collections-là sont terminées, on ferme la page et on ouvre un nouveau livre où on va venir chercher la performance. On va venir vraiment s'amuser. La vie, elle est longue, mais elle est aussi courte. J'ai combien de temps devant moi d'énergie? 30, 40, 50 ans? Peut-être un peu moins? Et je veux pas justement les utiliser à reproduire et à recopier ma propre signature sur ces tableaux, même si c'est agréable que les gens t'achètent tous tes tableaux et que ça fait un sold out, c'est pas très amusant. Oui, c'est agréable, mais c'est pas très amusant. Ce qui va vraiment venir s'amuser, c'est la performance, de quoi je suis capable et je pense que c'est ça qui m'intéresse, dans les futures années. Alors justement, je voulais te parler, alors donc on a parlé de tes projets à venir. J'aimerais bien savoir par rapport à tes expositions, quelles expositions tu as fait jusqu'à maintenant et est-ce que tu as des expositions à venir? Les très grosses expos qu'on a eues, c'était il y a 5 ans et avant, à Paris et en France. Pendant 5 ans, on n'a pas eu d'exposition du tout et les dernières expos qu'on a fait, c'était cette année. En 1 an, on a fait vraiment une dizaine d'expositions avec plein d'œuvres différentes justement que j'ai pu créer ces dernières années et on va retrouver, 2 très grosses expos qu'on a fait en Israël qui se sont très bien passées. Et tout de suite, elles nous ont propulsés aux États-Unis et au Canada, où là-bas, pendant 3 mois, entre, New York, Miami et Montréal, on a pu faire vraiment, un peu plus d'une vingtaine d'expositions et c'était vraiment, intéressant. Et là, tout de suite, en ce moment, on prend une grande pause pour se concentrer sur cette performance qu'on est en train de faire et que les gens vont pouvoir retrouver dans quelques mois. Et on a déjà des expositions organisées pour le milieu de l'année et pour la fin de l'année à Miami, à New York et si tout se passe bien, à Montréal et à Toronto. Alors, je te souhaite en tout cas bonne chance pour tes expositions et tes projets à venir. On peut te suivre notamment sur Instagram, sur ubabmad et voilà, donc je te souhaite beaucoup de chance pour les projets à venir. Merci et vous aussi, je vous souhaite beaucoup de chance. Vous faites des projets qui sont géniaux et merci de m'avoir invité sur cette interview.